Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette session des Journées de l'économie. Que sait-on de notre consommation d'informations ? Juste avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'organisation des Journées de l'économie pour l'organisation et de cette conférence, mais de l'ensemble de cet événement qui témoigne de la richesse des sujets qu'aborde notre discipline, donc la recherche en économie. Donc je suis Elisa Mougin, je suis enseignante-chercheur à l'ENS de Lyon et chercheur au CERGIC, Center for Economic Research on Governance, Inequality and Conflict, donc le centre de recherche en économie pour la gouvernance, les inégalités et le conflit en français. Et donc j'en profite également pour remercier l'École normale supérieure de Lyon pour l'organisation et l'accueil dans ce bel amphithéâtre, et également mes collègues du laboratoire pour aussi les discussions, notamment sur ces sujets d'information. Donc pour parler de nos consommations d'informations, je suis vraiment très heureuse et honorée d'avoir un très beau panel aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc je vais commencer par toi, Laure. Donc Laure Falloux, tu es chargée de mission à l'ARCOM, à la direction des études de l'économie et de la prospective, et tu as été en charge, tu as travaillé sur l'étude récemment publiée donc en mars, les Français et l'information, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc merci d'être là. Ensuite Anne Perrault, donc économiste à l'IGF. Tu es spécialiste des questions de concurrence, de régulation, et donc particulièrement important à noter pour notre panel, tu étais membre du comité de pilotage des États généraux de l'information qui ont donc rendu leur rapport détaillé après 1 an de travail en septembre dernier. Donc tu pourras nous en dire plus, je pense que ça va être très intéressant. Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières. Donc Reporters sans frontières, organisation à but non lucratif qui défend la liberté de la presse, l'accès à l'information fiable et indépendante, et notamment le travail des journalistes. Merci Thibaut d'être là. Et enfin Marianne Lumeau, tu es enseignante-chercheur à l'université de Rennes 1. Au Centre de recherche en économie et management, et tu es spécialiste des questions d'économie du numérique, économie de la culture et économie des médias. Donc ça va être, la discussion s'annonce particulièrement intéressante. Et donc, vous pouvez, donc après, on va laisser la parole à nos intervenants, mais vous pouvez donc poser toutes vos questions. On va les prendre au fur et à mesure. Donc, je vais les voir apparaître sur cette tablette. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les questions. Et normalement, le numéro de téléphone doit s'afficher sur les slides bientôt. Voilà. Donc, pour un petit topo introductif avant de lancer, de donner la parole à nos intervenants. L'accès à l'information, donc c'est une question particulièrement importante parce qu'il est partie prenante de nos rapports à plein de dimensions de la vie économique, politique et sociale, dans des périodes particulièrement faites d'incertitudes par rapport au fonctionnement de nos sociétés, aux enjeux environnementaux et climatiques, mais aussi aux défis démocratiques et l'actualité pressante d'aujourd'hui et les résultats de l'élection américaine soulignent aussi l'enjeu de se poser la question de nos rapports à l'information dans les dynamiques politiques et comment on se positionne dans nos formations d'opinion et les effets sur le vote, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Si on a choisi de formuler cette question, que sait-on de notre consommation d'informations ? Donc sous cette forme, que sait-on ? C'est aussi pour illustrer en fait que la question, sous une apparence assez simple, en fait, c'est aussi une question très complexe parce qu'on peut avoir une grande variété d'approches pour mesurer un peu et évaluer nos rapports à l'information. Et dire que sait-on, c'est déjà s'interroger sur quelles mesures, comment on s'informe, quelles sources, quel engagement on met face à nos sources, donc dans nos choix de consommation.
et aussi de faire un petit peu le point sur les transformations récentes qu'a connu le secteur des médias. Donc voilà, je ne pourrais pas toutes les citer, il y en a un certain nombre, mais on peut, voilà, les transformations du numérique, les enjeux de l'intelligence artificielle, mais aussi, voilà, comme je le mentionnais un petit peu, les nouveaux rapports entre voilà, les décideurs politiques et le secteur journalistique dans un contexte d'affaiblissement notamment de la presse traditionnelle et de montée des réseaux sociaux. Donc, et dire aussi voilà, que sait-on, c'est aussi s'interroger sur ce qu'on ne sait pas. Donc, s'interroger sur ce qu'on ne sait pas, c'est aussi possiblement considérer un certain nombre d'angles morts qu'on ne va pas prendre en compte quand on va regarder des mesures d'audience, un nombre de vues, un nombre de clics. Donc, par exemple, est-ce que lorsque je vois une information, quel rôle ça a sur la formation de mon opinion, c'est pas forcément clair, et un nombre de clics n'est pas forcément une mesure adéquate de l'influence que certaines sources peuvent avoir. Donc c'est aussi une façon de se questionner sur comment on mesure et comment on peut aussi utiliser d'autres indicateurs pour apporter de nouveaux éclairages à cette problématique. Et enfin, parler de consommation d'informations, pour terminer cette petite introduction, c'est aussi revenir c'est mettre le terme de consommation au cœur du questionnement, et donc revenir aussi à une certaine logique économique, c'est-à-dire et interroger notre propension, nous, en tant que consommateurs, à payer pour de l'information, dans un contexte de gratuité plus généralisée avec l'information en ligne, d'information sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est prêt à payer pour de l'information ? Et de faire aussi un petit peu, de questionner ce lien entre nos choix individuels et nos actions du quotidien avec le fonctionnement d'un marché qui a besoin d'être financé, des journalistes qui ont besoin d'être rémunérés pour leur travail d'investigation, et en fait le fonctionnement d'un marché des médias qui permet, via une stabilité financière, d'être indépendant et d'apporter aux citoyens de l'information pour construire nos opinions. Donc voilà pour cette brève introduction. Je vais commencer par donner la parole à Laure Falloux. Laure, tu vas nous présenter, donc on mentionnait tous ces nouvelles pratiques et ces nouveaux usages. Donc tu vas nous en dire un peu plus sur l'étude qu'a menée l'ARCOM sur les Français et l'information. Et nous t'écoutons, et normalement tes slides devraient apparaître bientôt. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup Elisa pour cette introduction et pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous présenter les quelques résultats de cette étude que vous pouvez retrouver par ailleurs sur le site internet de l'ARCOM en beaucoup plus détaillé. Donc c'est une étude qui est parue en mars 2024, et l'objectif c'était vraiment de dresser un état des lieux du rapport des Français à l'information. C'est très important parce que c'est au cœur des missions de l'ARCOM. Et que finalement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément sur le rapport à l'information des Français. Et on s'est effectivement posé la question de comment faire pour en savoir plus sur le rapport à l'information. Donc on a décidé de faire cette étude en 3 volets méthodologiques. Le premier, c'est un volet un peu classique. C'est une étude quantitative où on a interrogé un peu plus de 3000 personnes à partir de 15 ans. En ligne ou par téléphone pour ceux qui n'étaient pas connectés à Internet. L'objectif de cette phase, c'est vraiment de comprendre quels sont les usages et les attitudes, comment on perçoit l'information, le métier de journaliste, etc. Mais on pensait que c'était aussi important d'avoir des informations sur ce qu'on appelle des informations à chaud, donc c'est-à-dire quand on s'informe, qu'est-ce qu'on pense tout de suite, est-ce que c'était une session intéressante, comment on l'a trouvée, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un carnet d'écoute, où on a interrogé un peu moins de 900 personnes. Et enfin, on a un dernier volet qualitatif, où là, on a interrogé dans des entretiens une vingtaine de personnes pour mieux comprendre leur rapport à l'information et éclairer certains des paradoxes qu'on avait pu voir dans les phases précédentes. Voilà, donc ça sert aussi à illustrer, vous en verrez peut-être un extrait tout à l'heure. Et je tiens juste à préciser aussi que cette étude, on l'a pas fait tout seul à l'ARCOM, on l'a fait, on est passé par un prestataire qui est BVA, et on a eu aussi l'appui d'un comité scientifique dont Marianne et Elisa faisaient partie, donc on les remercie aussi.
Donc je vous présente ici seulement 2 des chapitres de l'étude, qui sont les 2 premiers. Est-ce que les Français s'intéressent à l'information et comment ils s'informent? Donc est-ce que les Français s'intéressent à l'information? La réponse est clairement oui. On a eu 94 des Français qui nous ont déclaré, s'intéresser à l'information et avec une liste de sujets assez variés. Le premier étant la santé qui, intéresse 71 des Français et ensuite, vient l'environnement. Et ce que vous pourrez remarquer, c'est que la politique n'intéresse que 47 des Français, donc ça arrive assez bas dans la liste. Est-ce que les Français se sentent bien informés? Plutôt oui, pour les sujets qui les intéressent. Donc en fait, vous avez sur l'axe horizontal le pourcentage de Français qui sont intéressés par le sujet. Et sur l'axe vertical, vous avez le pourcentage de Français intéressés qui s'estiment bien informés sur ce sujet-là. Donc si on prend le sport par exemple, vous avez environ 50% des personnes qui sont intéressées par le sport et 90% environ des personnes intéressées qui s'estiment bien informées. L'inverse, c'est l'environnement où on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 70% des Français qui s'intéressent à ce sujet-là et pourtant il fait partie des sujets pour lesquels on se sent moins bien informé. Alors les axes ne se croisent pas à la médiane, donc c'est quand même 75% des personnes qui s'estiment bien informées par l'environnement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre les sujets. On entend beaucoup dire que les Français, les Français ou pas que les Français d'ailleurs, pourraient avoir des comportements d'évitement face à l'information et que face à un trop plein d'informations, on voudrait s'en couper. Donc on a voulu savoir ce qu'il en était. Il s'est avéré que 61% des Français ont des stratégies, ou en tout cas nous l'ont déclaré, avoir des stratégies pour éviter l'information. Donc ça peut être par exemple zapper quand on est à la télé, à la radio et que d'un seul coup il y a les informations. Ça peut être aussi couper les notifications. Mais les personnes qui ont le plus ces comportements-là sont en réalité les personnes qui s'informent le plus. Ça peut être contre-intuitif au premier regard, mais en fait, plus on s'informe et plus parfois on a besoin de se créer des petites bulles sans information, tout simplement pour revenir de façon plus sereine à une information plus tard. On s'est aussi posé la question de est-ce que des personnes avaient complètement arrêté de s'informer. On en a trouvé 4% dans notre échantillon. Il y a une grande majorité pas une grande majorité, quasiment la moitié des Français qui estiment qu'ils s'informent autant qu'avant, que leur pratique ne change pas. Et ce qui nous a un tout petit peu rassurés, mais bon, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est qu'il y avait une plus forte proportion de personnes qui s'informaient plus qu'avant que de personnes qui s'informaient moins qu'avant. Alors, voilà, ça c'était un portrait légèrement positif de l'information, puisque les personnes s'informent et elles se sentent bien informées. On a voulu aller un peu plus loin que le déclaratif et voir si les personnes, effectivement, étaient bien informées. Et donc, c'est une approche qui est inspirée de nos homologues anglais. On a fait un petit quiz, on leur a posé 4 questions d'actualité. Donc par exemple, par qui a été récemment attaqué Israël, comment s'appelle le Premier ministre anglais, ou quel était le taux d'inflation annuel l'année dernière. Et il s'est trouvé que seulement 10% des Français avaient répondu une bonne réponse aux 4 questions. Donc ça vient amoindrir un peu une image très positive de l'information. Voilà, ça pose quand même question. Si on en vient maintenant à la façon vraiment dont les Français s'informent, on a trouvé que les Français ont un rapport très quotidien à l'information. Il y en a 94% qui s'informent tous les jours et que là où souvent on a tendance à enterrer un peu la télévision, elle reste quand même pour beaucoup de Français le premier moyen de s'informer. Et donc on a toujours 66% des Français qui s'informent tous les jours via les chaînes de télévision, et viennent ensuite les podcasts, les moteurs de recherche aussi, qui sont même plus fréquentés que les réseaux sociaux. Donc on a près de la moitié des personnes quand même, des Français qui s'informent tous les jours via les réseaux sociaux. Si on regarde justement quels réseaux sociaux sont utilisés pour s'informer, donc vous avez sur l'axe horizontal le pourcentage de notre échantillon qui utilise le réseau social, et sur l'axe vertical le pourcentage des utilisateurs de ce réseau social qui l'utilisent pour s'informer. Donc là on a 3 groupes, on a YouTube et Facebook d'un côté qui sont des réseaux sociaux très utilisés et qui sont aussi utilisés pour s'informer. On a Twitter X tout en haut qui est utilisé par
seulement 20% des Français, mais qui est très utilisé pour s'informer. Et ensuite, on a toute une nébuleuse de réseaux sociaux qui sont un peu moins utilisés et pas forcément destinés à l'information. J'attire quand même votre attention sur TikTok, qui nous a un peu surpris, parce qu'il est souvent décrit comme un réseau social de divertissement, et en réalité, il y a près de la moitié des personnes qui l'utilisent, de ces utilisateurs, qui l'utilisent aussi pour s'informer. Donc ça, il nous semblait que c'était important de le souligner. Et on a posé, donc là, c'est les fameux entretiens dont je vous passe un extrait. S'il y a des sujets auxquels on est trop sensible, c'est assez facile de switcher sur un autre sujet. On n'est pas contraint voilà, de regarder un reportage par exemple de A à Z. Je m'informe quand même sur les réseaux sociaux parce que j'ai présélectionné les sources avec lesquelles je m'informe, même si elles sont sur les réseaux sociaux. Enfin, je n'ingurgite pas bêtement l'information. Il y a aussi beaucoup de pollution, à mon sens, sur les réseaux sociaux. Maintenant, en faisant le tri de ce qu'on y trouve, on peut tout à fait trouver de l'information juste, de l'information vraie. Et les réseaux sociaux sont une plateforme qui permet à n'importe qui possède une connaissance de la partager, et c'est assez important. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit extrait des entretiens qu'on a pu avoir sur pourquoi notamment les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, même si ce n'est pas du tout l'apanage des jeunes de s'informer sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on voulait voir aussi, c'était est-ce que des personnes s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux? Et il s'avère que pas vraiment. On a trouvé seulement 11% de personnes dans tout notre échantillon qui s'informent exclusivement par les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéos comme YouTube, par exemple. Donc tout ça, ça pose la question des sources et finalement, on s'aperçoit que en moyenne, les Français consomment régulièrement 9 sources différentes. Donc il y a vraiment un écosystème et c'est aussi ça qui rend complexe d'étudier l'information. Et les personnes ont un rapport très intime à la source et il y a vraiment une valeur de si la source que je connais et que je consomme régulièrement dit quelque chose, alors je vais avoir tendance à plus la croire. On avait donné une série d'affirmations et celle qui recueille le plus d'approbation, c'est il faut toujours s'informer via des sources que l'on connaît. Et ce rapport, et ça, c'est bien plus vrai que par exemple les médias les plus connus sont les plus fiables. Donc c'est vraiment les sources que je consomme ont une légitimité pour moi. Et ça nous a permis aussi d'éclairer, ce sera mon dernier slide, un point qu'on avait du mal à comprendre, qui était que 42% des Français pensaient qu'on peut très bien s'intéresser à des informations sans chercher à savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et en fait, la source de confiance permet justement d'éviter cette vérification systématique. Voilà, il y a plein d'autres choses dans le rapport, je vous invite à le consulter. Et puis, on a prévu de faire une deuxième vague, donc on pourra voir aussi les évolutions de ces résultats. Merci. Merci beaucoup, Laure, pour ces résultats vraiment très intéressants. Dans ce que tu nous as présenté, une des choses que je retiens, je trouve particulièrement intéressante, c'est ce côté de l'exclusivité en fait dans l'accès aux sources. En fait, très peu de personnes ne consomment de l'information seulement via une seule source. Donc on est vraiment sur une exposition à un certain nombre, voilà, au moins un nombre, donc 9 en moyenne, mais que voilà, on est un certain nombre et on a accès à une certaine pluralité, et que ça, en fait, en termes de méthodologie et de comment on le mesure, on mentionnait un peu calculer des audiences, des clics, voilà, ça c'est des choses qu'une méthodologie par l'enquête au niveau individuel permet de traiter, et ça fait une bonne transition avec ton travail, Marianne, puisque toi, tu travailles aussi à développer des nouvelles approches pour mesurer nos expositions informationnelles et notre consommation de médias, plus au niveau de l'individu. Donc voilà, on voit qu'on peut aussi aller plus loin dans nos mesures et que ça apporte aussi des nouveaux éclairages. Je te laisse la parole. Merci Elisa, merci aussi au GECO pour l'organisation de ces belles journées. Donc moi, ce que je vais essayer de faire là pendant cette courte présentation, c'est d'essayer de montrer comment est-ce que l'économie permet justement d'aller un petit peu plus loin que ces mesures voilà, traditionnelles de consommation qu'on peut avoir en termes d'audience, etc., pour montrer finalement la diversité à la fois des consommations et des préférences médiatiques. C'est
un travail qui, voilà, la présentation que je fais, c'est une petite synthèse de quelques travaux de recherche que j'ai fait avec différents co-auteurs, notamment Sylvain Dejean, Stéphanie Pelletier, Lorraine Peters ou encore Benoît Taroux, et qui se fondent sur 2 enquêtes par questionnaire originales, donc on a construit, qu'on a diffusé en ligne auprès d'un échantillon représentatif de Français à chaque fois. Première enquête en mai 2019 et la suivante en mars 2022. Alors, la première approche que je vous propose aujourd'hui, c'est l'approche par ce qu'on appelle la part d'attention. Cette notion de part d'attention, elle a été introduite par Andrea Pratt et elle a l'avantage de tenir compte d'un certain nombre de choses que ne permettent pas les mesures traditionnelles. D'abord, elle permet de tenir compte du fait qu'un individu, il peut consommer plusieurs médias et puis qu'il peut aussi consommer différents médias sur différentes plateformes. Donc, je peux consommer 2 chaînes de télévision, 2 titres de presse, un réseau social, etc. Et la part d'attention, elle va nous permettre aussi de tenir compte du fait qu'un individu va venir partager son attention sur les différentes sources. Et puis, il peut partager son attention aussi de manière inégale. Et avec cette part d'attention, on va pouvoir tenir compte du fait que si je consomme plus ma chaîne de télévision préférée, mon attention sera plus forte pour cette chaîne de télévision que, par exemple, pour un titre de presse. Et donc, à partir de là, on peut calculer différentes métriques, notamment au niveau individuel, la part d'attention qu'on va allouer à une source qui sera égale au temps que je passe à consommer, à m'informer via cette source, divisé par le temps total que j'alloue à ma consommation médiatique. Et puis, à partir de là, on va pouvoir calculer la part d'attention collective qui est allouée à une source pour une économie donnée, comme par exemple la France. Et donc, on va sommer toutes les parts d'attention individuelle qui auront été allouées à cette source, divisé par le nombre total d'individus qui vont consommer de l'information dans mon économie. Et donc, c'est l'exercice qu'on a fait pour le cas français. Alors, donc là, voilà, ce que vous voyez affiché, c'est le top 15 des sources qui captent le plus l'attention en France. Alors attendez, parce que là c'est... Voilà. Et donc la source la plus consommée, qui capte le plus l'attention des Français, c'est TF1. Et en deuxième position, on retrouve Facebook. Et ce qu'on voit, c'est que sur ce top 15 des sources, très clairement, on va retrouver majoritairement des chaînes de télévision et ce qu'on a appelé des intermédiaires numériques, c'est-à-dire des réseaux sociaux numériques et des agrégateurs de contenu, type par exemple Google Actualité. Et on peut aussi faire ce raisonnement de part d'attention par groupe médiatique, parce qu'on sait aujourd'hui il y a de nombreux groupes médiatiques qui détiennent de nombreuses sources médiatiques. Et donc si on somme pour un groupe donné toutes les parts d'attention des médias qu'il détient, on va pouvoir obtenir la part d'attention par groupe médiatique. Et là on a un paysage médiatique qui est un petit peu différent. Et ce qu'on voit, c'est que le groupe médiatique qui capte le plus l'attention des Français, c'est le groupe public. Un groupe public qu'on a artificiellement composé de toutes les chaînes de télévision de France Télévisions et toutes les stations de radio de Radio France. Et en deuxième position, au coude à coude avec le groupe TF1, on retrouve le groupe Meta qui est composé de Facebook, Instagram et WhatsApp. Et si on fait un focus sur les plus jeunes générations, les 18-24 ans et les 25-34 ans, Meta devient le premier groupe médiatique en France. Donc, premier niveau d'analyse que je vous propose, c'est par la part d'attention. Deuxième niveau d'analyse, c'est par profil de consommateur. Ici, sur ce graphique, ce qu'on a essayé de faire, c'est comme ça a été dit précédemment, on n'est pas monoconsommateur on ne consomme pas qu'une seule source d'information, on consomme plusieurs sources d'information, plusieurs types de sources d'information. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une analyse en cluster qui permet de rassembler les individus qui ont des consommations d'informations relativement similaires. Et on a obtenu donc ces 5 profils de consommateurs. Le profil de consommateur majoritaire, ce sont les réseauvores, ce qu'on appelait les réseauvores, qui, comme leur nom l'indique, ont la particularité de s'informer majoritairement via les réseaux sociaux, mais pas uniquement. Ils vont aussi s'informer via d'autres types de sources, et notamment des chaînes de télévision, en ligne ou hors ligne. Deuxième groupe, c'est ce qu'on a appelé les tradivores. Les tradivores, c'est ceux qui vont avoir recours à des médias traditionnels, hors ligne, type télévision, radio, presse papier, etc. Troisième groupe, les faibles consommateurs. Nos faibles consommateurs, ils sont très peu intéressés par l'actualité et ils consomment peu de médias.
4e groupe, les agrégavores. Les agrégavores, ils consomment beaucoup d'informations via les agrégateurs de contenu, mais pas que, également via la télévision, via la radio, via la presse en ligne. Et puis, dernier groupe, c'est ceux qu'on a appelés les omnivores. Les omnivores, c'est ceux qui ont la consommation d'informations la plus intense et la plus diversifiée. Et particularité de ce groupe, c'est aussi ce groupe qui consomme le plus l'information sur les réseaux sociaux numériques, encore plus que, notre groupe des réseauvores. 3e niveau d'analyse que je vous propose, jusque-là on a vu la diversité en termes de sources. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder la diversité en termes d'exposition à du contenu politique, parce qu'on le sait, les médias ont une ligne éditoriale qui va plutôt être en général orientée vers tel ou tel bord politique. Et donc, pour étudier ça, on a construit un indicateur qui permet de dire dans quelle mesure un individu consomme des médias qui sont alignés avec leur propre positionnement politiques, qui correspondent à leurs idéaux politiques. Et donc, on a appliqué ça à nos données d'enquête de 2019. Et ce qu'on obtient comme résultat, c'est que les réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux numériques, les Français ne sont pas surexposés à du contenu qui correspond à leurs idéaux politiques. Par contre, quand on ajoute les réseaux sociaux numériques, on a vraiment l'indicateur qui augmente significativement. Et ça, on fonde ça sur le fait que les réseaux sociaux numériques ont tendance à nous enfermer dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, c'est-à-dire à nous proposer dans notre fil d'actualité des contenus informationnels qui correspondent à nos préférences, à nos idéaux politiques. Ce qui nous a amené plus récemment à une dernière question que je vous soumets ici, de savoir si finalement les individus, ils ont une préférence pour les bulles de filtre. Ici, la question, c'est pas de savoir est-ce que j'ai une préférence pour tel ou tel type de médias, mais plutôt est-ce que j'ai une préférence pour tel ou tel type d'ensemble de médias qui m'est proposé, de menu de médias qui m'est proposé, plus ou moins diversifié politiquement. Et ce qu'on obtient comme résultat, c'est que une fois qu'on enlève les individus qui sont relativement indifférents sur leur menu de médias, la moitié des Français sont, on va dire, pro-bulles de filtre. Ils aiment les bulles de filtre, ils n'aiment pas que leur menu de médias les expose à des sources d'informations qui iraient à l'encontre de leurs idéaux politiques. Mais ce qui veut dire aussi que l'autre moitié des Français est plus modérée sur la question et ne souhaite pas être exclusivement exposés à du contenu qui correspond à leurs idéaux politiques. Et donc, en guise de conclusion, je voulais un peu revenir sur, si on met mis bout à bout tous ces différents résultats que je vous ai donnés, quel est le rapport des Français avec les réseaux sociaux numériques ? On a vu d'une part que les réseaux sociaux numériques sont vraiment aujourd'hui rentrés dans nos usages médiatiques, dans notre consommation médiatique. Pour autant, ceux qui consomment le plus les réseaux sociaux numériques sont aussi ceux qui s'informent le plus via d'autres sources d'information. Pour autant, quand on consomme de l'information sur les réseaux sociaux numériques, ça augmente notre exposition, notre enfermement dans des bulles de filtre, notre exposition à du contenu qui correspond à nos idéaux politiques. Et pour autant, on a une part significative d'individus qui ne souhaitent pas cela, qui ne souhaitent pas être exposés exclusivement à du contenu qui correspond à nos idéaux politiques. Or, aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux, c'est bien ce qu'ils font. Merci beaucoup, Marianne. C'est vrai que c'est particulièrement intéressant ce positionnement par rapport au pluralisme, en fait, qu'on peut avoir à la fois une préférence pour la bulle de filtre et avoir un menu qui, en fait, je préfère qu'on me montre et lire des choses qui vont dans le sens de mes opinions versus une autre approche qui va être, je veux voir un peu de toutes les sources. Et aussi un autre fait saillant, je trouve, de ta présentation, c'est de voir aussi, alors certes, on retrouve un peu ce que disait Laure, les consommations, les mix un petit peu informationnels entre médias traditionnels et médias en ligne, mais aussi cette part des réseaux sociaux qui vient en fait devenir un acteur très important en fait dans ces régimes informationnels.
Du coup, je me tourne vers toi, Anne. Donc toi, tu as aussi travaillé voilà, dans le cadre des États généraux de l'information, un peu à ces redéfinitions du marché médiatique avec l'arrivée des acteurs du numérique et aussi comment on réagit et comment se sont adaptés les médias traditionnels dans le cadre du travail que vous avez mené. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup Elisa pour m'avoir convié à cette table ronde. Et puis merci déjà aux deux précédentes intervenantes qui posent très très bien, je trouve, les termes du débat dans lesquels on a raisonné dans le cadre des États généraux de l'information et aussi de ce que je vais essayer de vous expliquer sur le modèle économique des médias. C'est un mystère pour personne que les médias, et notamment la presse écrite, sont en crise, connaissent une crise de leur modèle économique très important. Alors, je vais essayer d'expliquer en économiste, puisque c'est mon rôle, c'était mon rôle dans les États généraux de l'information, pourquoi toutes ces évolutions qu'on vient de décrire, de manière vraiment très pertinente pour le sujet, ont causé cette perte de rentabilité des médias qui est un peu synonyme de leur chute. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le milieu du 19e siècle, les médias sont organisés autour de deux sources de recettes qui sont d'abord la vente, notamment la presse. Prenons l'exemple de la presse, mais évidemment on pourrait avoir d'autres exemples en tête. La vente de leurs numéros, alors que ce soit par abonnement ou par vente au numéro. Et puis de l'autre côté, les recettes publicitaires. Ça fait des médias ce qu'on appelle des marchés bifaces. Et tout est dans le nom. Un marché biface, c'est un marché qui a deux faces. D'un côté, il faut attirer des lecteurs ou des auditeurs pour une chaîne de télévision ou des auditeurs pour une chaîne de radio. Et de l'autre côté, puisque c'est la deuxième source de revenus, il faut attirer des médias. Et évidemment, pour les annonceurs publicitaires, les médias sont des places intéressantes puisque c'est là que se trouve concentré l'auditeur, c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles d'être réceptifs aux messages publicitaires. Alors, qu'est-ce que le numérique provoque dans ce monde-là ? Eh bien, premièrement, comme on l'a vu, l'attention des consommateurs d'informations que nous sommes est de façon croissante dispersée entre un nombre de médias considérable. Alors pourquoi ? Parce que au lieu d'être abonné à un journal qui va arriver dans la boîte aux lettres tous les jours, etc., de plus en plus, les gens se tournent, par exemple, vers des kiosques du type Google News. Et sur Google News, qu'est-ce qui vous est proposé ? Il vous est proposé quelques lignes d'articles, mais d'articles qui viennent de sources multiples. Donc, d'un certain côté, on peut penser que c'est une bonne chose, si ce n'est que quand vous consommez l'information de cette manière-là, vous ne rémunérez pas directement, on parlera peut-être des droits voisins plus tard, mais vous ne rémunérez pas en tant que lecteur, en tout cas directement, le média que vous consommez, entre guillemets. Donc, vous voyez que les médias connaissent un premier mouvement de perte de revenus qui est lié à la perte de la vente au numéro et à la perte des abonnements. Tout simplement parce que les gens se translatent dans le monde numérique et que dans le monde numérique, on sait bien que le premier accès à l'information est une information gratuite. C'est vrai aussi des réseaux sociaux. Alors évidemment, elle n'est pas gratuite pour tout le monde, cette information. C'est-à-dire qu'il faut bien on sait bien que toutes ces plateformes numériques, qu'il s'agisse de plateformes qui étaient à l'origine des moteurs de recherche comme Google ou qui sont à l'origine des réseaux sociaux comme Facebook, on a beaucoup parlé de ces deux médias, financent leur existence et leur développement par la publicité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le transfert, la translation de la consommation d'informations vers les plateformes ? Évidemment, les annonceurs ont commencé à trouver plus intéressant d'acheter des espaces publicitaires sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes comme Google et réseaux sociaux comme Facebook, parce que c'est là que se trouve désormais l'audience, évidemment. Et donc, vous voyez que la deuxième source de recettes, mais ce mouvement étant complètement lié à la première, et ça c'est vraiment la spécificité de ces marchés qui sont des marchés dits bifaces, c'est que quand on perd sur un côté, on perd de l'attractivité pour l'autre côté. Donc, si on a moins de lecteurs, on a moins d'annonceurs. C'est ce qui se passe pour les médias
traditionnels. Mais inversement, si on a plus de lecteurs, Google News par exemple, eh bien on a plus d'annonceurs publicitaires qui veulent être présents sur Google News. Donc ça, c'est le premier double mouvement qui est très pernicieux pour les médias traditionnels, quand bien même on parle de médias traditionnels, en réalité, la plupart de ces médias ont migré en ligne depuis belle lurette et donc sont plus si traditionnels que ça. Et la plupart des abonnements, par exemple, à des médias bon, que tout le monde a en tête, une grande partie de ces abonnements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais pas tout le monde. Donc une grosse partie de déperdition aussi pour les médias, disons, par rapport à leur forme antérieure traditionnelle. Alors ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que les plateformes numériques, elles aussi, sont des marchés bifaces pour des raisons évidentes. C'est que pour Google, vous voyez bien que l'intérêt de Google, c'est d'attirer sur certains contenus des masses d'internautes qui vont regarder des contenus, mais évidemment de monétiser ces contenus de l'autre côté en attirant les annonceurs. Et les plateformes numériques sont devenues de très gros acteurs économiques exactement pour cette raison qu'ils ont su exploiter de manière phénoménale leurs caractéristiques de marché biface. En d'autres termes, j'attire beaucoup de gens sur des contenus populaire, important, que tout le monde veut voir, que tout le monde regarde, etc. Et donc, j'offre à l'annonceur publicitaire potentiel une audience qui est très attractive pour lui. Donc, évidemment, les annonceurs publicitaires se sont déplacés en même temps que les lecteurs et les consommateurs de médias vers l'autre côté du marché, c'est-à-dire, désormais, je préfère annoncer, mettre de la publicité sur Google et sur Facebook. Conséquence, alors, il faut que je fasse un tout petit détour par ce qu'on appelle les adtech, c'est-à-dire les technologies. Vous savez, il y a les fintech, les technologies de la finance, et bien il y a aussi les adtech qui sont les technologies de la publicité, advertising. Et donc, ces technologies, à quoi elles servent ? Quand vous êtes un internaute, alors bien sûr, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que la publicité qui vous est présentée sur les plateformes numériques ou les réseaux sociaux, contrairement à celle qui figure sur une page de journal imprimé sur du papier, c'est de la publicité ciblée. C'est-à-dire que c'est une publicité qui essaye de présenter des contenus dont on pense que vous, internaute, au moment où vous ouvrez telle ou telle page, vous êtes le plus à même d'être intéressé par ce contenu publicitaire. On ne vous balance pas de la publicité comme ça, totalement par hasard. C'est ce que permet l'exploitation des données de navigation des internautes. Mais encore faut-il savoir qui vous êtes. Quand vous ouvrez un article, quand vous allez sur un site commercial pour acheter une paire de chaussures ou que sais-je, généralement, on a un historique de vos navigations et donc on arrive à cibler de plus en plus précisément aujourd'hui qui vous êtes, ce que vous aimez, est-ce que vous êtes revenu plusieurs fois voir tel et tel contenu, etc. Et donc, vous voyez que pour vous présenter à vous, internaute, pas votre voisin, vous, la pub qui est la plus susceptible d'emporter votre adhésion, encore faut-il vous identifier et très très rapidement, puisque vous n'allez pas forcément rester très longtemps sur ce site, aller chercher dans un magasin sur lequel sont rangées, comme dans une bibliothèque, des annonces publicitaires potentielles, aller chercher l'annonce qu'on va vous présenter. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il y a toute une série de technologies qui sont mises en œuvre de manière à pouvoir présenter à l'internaute la publicité qui est la plus susceptible de l'intéresser, c'est-à-dire en fait de conduire à une décision d'achat ou au minimum d'aller se promener sur le site de l'annonceur, etc. Eh bien, il faut toute une série de fonctions qui soient réalisées très très rapidement, notamment un mécanisme d'enchère dans lequel on se dit tiens, voilà Madame X qui se promène sur telle page, je vais aller regarder dans ma boutique d'annonces publicitaires qui est-ce qui est prêt à payer le plus, parce qu'il faut payer quand même pour avoir accès à l'audience de cette personne, qui est-ce qui est prêt à payer le plus pour être présenté à Madame X au moment où elle regarde ce
site ou à monsieur Y. Et sachant que madame X et monsieur Y, qui se connectent en même temps sur une page d'un média, par exemple, ne vont pas être destinataires de la même annonce publicitaire. Donc vous voyez que tout ça est assez subtil. Évidemment, la réussite de la publicité tient au fait qu'on propose la bonne annonce à la bonne personne. En tout cas, statistiquement. Donc, évidemment, vous pouvez dire, bah, moi, je clique jamais sur les publicités, d'accord, mais il y a beaucoup de consommateurs qui regardent ces annonces au même moment, et parmi eux, il s'agit de maximiser la proportion des gens susceptibles d'acheter. Donc, pour réaliser ces différentes fonctions très rapidement, il faut maîtriser ces technologies de l'advertising, de la publicité. Qui maîtrise ces technologies? Bah, évidemment, Google d'un côté et Facebook de l'autre. Pourquoi? Parce que le modèle économique de Google et de Facebook repose sur la capacité, puisque vous, comme consommateur, vous ne payez pas, la capacité à faire payer les annonceurs. Et donc, il faut vendre aux annonceurs quelque chose qui a de la valeur, c'est-à-dire une audience ciblée en fonction des besoins de l'annonceur. Tout ça explique que le troisième volet de la déperdition des médias, c'est que quand bien même les annonceurs continuent à vouloir placer leur publicité sur le site de médias ayant pignon sur rue, Le Monde, Le Figaro, Libération, TF1, Les Échos, etc., eh bien, pour 100 € qui sont dépensés par les annonceurs sur ces sites, il y en a à peu près 60, alors ça dépend beaucoup des sites en fait, mais 60 qui atterrissent en fait, non pas dans la poche du média, mais dans la poche de Facebook et de Google. Donc ça, vous voyez que c'est le troisième effet. Donc il y a là, au début des temps, il y a là le déplacement des habitudes de consommation dont on a beaucoup parlé. Dans un deuxième temps, il y a le déplacement des annonceurs, donc perte de recettes publicitaires. Et dans un troisième temps, il y a, quand bien même on continue à engranger des recettes publicitaires sur les médias, Google et Facebook sont en position de monopole sur ces marchés des ad tech et donc arrivent à capturer, comme à chaque fois qu'on a un monopole quelque part, une part croissante de la valeur de ces publicités. Alors vous allez me dire, tout ça est catastrophique, mais ça explique beaucoup de choses. Par exemple, quelque chose dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, sur lequel on reviendra peut-être, ça explique par exemple la polarisation et les bulles de filtre dont on parlait. Pourquoi? Eh bien parce que plus vous avez d'internautes qui sont polarisés autour de quelques contenus, plus vous allez pouvoir monétiser ces contenus d'une manière efficace en vendant cette audience à des annonceurs qui sont très intéressés par le fait de pouvoir disposer d'une audience importante sur tel et tel contenu. Donc ça favorise, disons que les algorithmes de ces plateformes favorisent la polarisation des contenus parce que leur modèle économique, encore une fois, en dépend. Alors vous allez me dire, il n'y a plus qu'à se pendre, il y a quand même quelques solutions à tout cela, je pense qu'on y reviendra sans doute. Alors, il y a des remèdes qui vont peut-être vous paraître un peu vœux pieux, mais malgré tout, dans les états généraux de l'information, on a recommandé que les annonceurs puissent s'engager. Vous savez que les entreprises sont soumises par la loi Pacte à ce qu'on appelle la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale. On proposait d'y rajouter un D comme démocratique, de manière à pouvoir faire en sorte que les annonceurs affichent le fait qu'ils préfèrent investir leurs investissements publicitaires dans les médias plutôt que dans le dark web, dans des contenus problématiques, etc. Chose avec quoi les annonceurs disent d'ailleurs être finalement plutôt en accord. Donc on espère que cette responsabilité démocratique verra le jour. La deuxième chose, et je vais terminer tout de suite, il faut évidemment introduire plus de concurrence dans ce secteur des ad tech. Alors ça, c'est plutôt le boulot de la Commission européenne qui a commencé à s'y atteler avec notamment 2 grands textes européens, le DSA et le DMA, de manière à briser le monopole de Google et de Facebook. Et puis peut-être on reviendra sur les problèmes de concentration dans les médias qui sont beaucoup fondés sur l'évolution vers la prise en compte de la part d'attention, comme Marianne le rappelait tout à l'heure.
Merci beaucoup, Anne. En effet, on reviendra, on a une question sur la concentration et je pense qu'on reviendra sur ces questions de polarisation et de concentration. Et tu as mentionné, je pense, une dimension qui est vraiment importante, qui est en fait l'aspect démocratique dans le fonctionnement d'un marché. En fait, on est vraiment sur des enjeux qui sont très particuliers en termes de secteur. Thibaut Brutin, tu travailles vraiment à défendre aussi le travail des journalistes et en entendant Anne, et on se rend compte un petit peu de l'ampleur des changements. En fait, on voit le poids des algorithmes et la montée de ces nouveaux acteurs. Comment cette redéfinition du marché et de nos consommations et de nos usages affecte le travail journalistique et le bon fonctionnement du secteur de la presse? Alors, on a regardé là essentiellement depuis le début de cette table ronde les choses du point de vue voilà, de la demande, et c'est intéressant de voir quelles conséquences la demande a sur l'offre. Je crois que c'est quelque chose qui est assez fondamental, et en général d'ailleurs je trouve que des enceintes comme celle-ci sont vraiment intéressantes pour, alors moi je suis un militant de la liberté de la presse, mais pour des décideurs publics, pour des praticiens de l'information, de se confronter au savoir académique et universitaire qui est très très riche en France, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique à l'exercice de notre travail. Moi, j'insiste sur le fait que Reporters sans frontières, c'est une organisation que vous connaissez probablement en tant que défenseur de la liberté de la presse. Et trop souvent, la liberté de la presse est réduite par le débat public aux questions de sécurité des journalistes, aux questions de la liberté d'aller et venir, de ne pas être tué, de ne pas être en prison des journalistes. Mais nous sommes convaincus, et c'est pour ça qu'on fait le classement mondial de la liberté de la presse depuis plus de 20 ans, que la liberté de la presse, c'est pas seulement cela, c'est aussi un contexte politique, un contexte légal, et deux dimensions dont on parle aujourd'hui en fait de façon assez intense, qui sont les questions économiques et la question du contexte social. Donc moi je voudrais effectivement qu'on revienne sur l'influence que ça a sur l'offre médiatique. Alors tout d'abord, quelles sont les influences aujourd'hui ? Mais aussi, peut-être que si on écoutait la demande, on pourrait adapter l'offre. Ça, c'est la conviction qu'on a à Reporters sans frontières, en tant qu'organisation qui agit, que ça vaut le coup de promouvoir des initiatives qui peuvent restaurer une part de l'intérêt que les citoyens, alors non on parle de citoyens plus que de consommateurs, mais on considère que les citoyens doivent être écoutés aussi dans leurs attentes vis-à-vis de la presse. Alors le constat, il a été dressé, et c'est vrai qu'il m'arrive de parler en quatrième, donc je vais passer très rapidement sur les constats, parce que ça a été très bien dressé par mes comparses. Et c'est vrai que dans le nouveau paradigme de l'information, le nouveau paradigme économique et technologique, et j'insiste vraiment sur le technologique, la centralité de l'information de qualité a disparu. Elle n'est pas disparue absolument, mais elle s'est largement effacée, et on pourra revenir sur l'élection américaine, que moi je lis essentiellement aussi comme un échec de la capacité du journalisme à s'imposer dans le débat public américain. Alors, il y a bien sûr une responsabilité des plateformes, on a parlé de leur poids, de leur hégémonie aujourd'hui, et c'est vrai qu'en France, on est plutôt bien loti par rapport à ce qui peut se produire dans d'autres pays. Je vais prendre deux exemples. Meta a supprimé très largement l'accès aux sources d'information au Canada depuis 2 ans maintenant. Donc il y a des pays où il y a eu une bataille qui a été perdue pour conserver une place pour l'information sur les réseaux sociaux. Et encore récemment aux Philippines, il y a eu des tentatives de la part de certaines plateformes technologiques pour faire joujou avec leurs algorithmes. Et ça a une incidence décisive sur la découvrabilité des sources. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes tranquillement patron de médias dans votre pays, et puis on ne vous informe pas que les conditions générales d'utilisation ont changé et que l'algorithme a été modifié. Et ça peut baisser votre trafic de façon considérable. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une période où la presse est entre les mains technologiquement, elle a perdu sa souveraineté des plateformes. On pourrait revenir aussi sur la façon dont les politiques et les forces politiques aujourd'hui se passent très largement des médias. On voit à quel point leur centralité a diminué. Tout ça, ça a une conséquence, évidemment, la paupérisation. Alors, paupérisation des médias eux-mêmes, et on en parlait, ils sont plus fragiles économiquement, mais aussi les journalistes eux-mêmes sont moins bien rémunérés. Nous, on a fait une étude aux États-Unis qui montre que le revenu moyen d'un journaliste est beaucoup plus faible que le revenu moyen d'un Américain. Ça pose donc des questions à la fois sur la corruptibilité possible des journalistes, mais aussi sur la capture possible des médias eux-mêmes en tant qu'entreprise
par des intérêts qui peuvent être hostiles ou des intérêts qui sont instrumentalisés au service d'idéologies politiques. Donc ça, c'est les cas les plus graves, mais vous avez aussi des situations qui sont réelles, existantes, où vous avez des médias qui, pour réagir à cette défiance du public ou ce désintérêt du public, vont s'engager vers plus de polarisation, vers des opinions plus fortes, vers plus de sensationnalisme. Et ça, évidemment, on va voir, c'est quelque chose qu'on finit par payer tôt ou tard. Alors, 3 points qui m'intéressent, moi, sur l'offre médiatique et surtout sur la demande, c'est que, tout d'abord, vous avez quelque chose dont on parle assez peu, qui est la disparition de la linéarité. Avant, quand vous ouvriez un journal, quand vous regardiez une chaîne de télévision, vous restiez un certain temps, il y avait un début, il y avait une fin, et en fait, ça vous donnait une vision du monde. Et au fond, si on réfléchit à l'idéal du journalisme, ce que c'est, ce que ça signifie pour nous dans nos expériences personnelles, c'est très souvent la capacité à découvrir quelque chose qui s'inscrit dans une forme de fenêtre sur le monde. Et quand vous voyez la grande révolution qui a été ce qu'on appelle l'autoplay, qui est quelque chose dont on parle assez peu au fond, qui est cette capacité qu'a YouTube, par exemple, à vous proposer toujours une nouvelle vidéo derrière la précédente vidéo, et bien ça fait que vous glissez d'un média à l'autre, vous glissez d'un support à l'autre, sans presque vous en rendre compte. Et ça nuit en fait à la capacité du journalisme à organiser une certaine vision du monde. Un autre point qui est très important, c'est la disparition de l'habitude de paiement. Pour qu'il y ait une presse de qualité, il faut qu'il y ait une presse qui soit payée, rémunérée. Et on dit souvent, merci beaucoup, que pendant que le mensonge se balade en plein jour, librement, sans être coûteux en aucune façon, la vérité, la vérité journalistique, elle est cachée derrière un paywall. Et c'est vrai que quand vous avez 39% des Français qui répondent dans un sondage en 2023 que la qualité journalistique, elle se fonde sur le paiement, c'est quand même assez peu. Et je crois que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que ça a un impact. Et enfin, un truc qui est très important aussi, c'est la question de la fatigue informationnelle que Reporters sans frontières a contribué à faire monter comme sujet, puisqu'on parlait de la news avoidance, l'évitement journalistique. Mais c'est vrai que ça a un impact réel. Les gens voient émotionnellement le prix à payer d'être exposé à des informations qui sont souvent déprimantes. Il y a des pays, en 7 ans par exemple, en Argentine, l'appétit pour l'information est passé de 77% à 45%. C'est énorme. En France, on est passé également de 59% à 36%. Donc tout ça, ça a un coût. Évidemment, il ne faut pas trop généraliser, puisque, comme ça a été rappelé, il y a des profils différents, et ces profils différents doivent être prises en compte. Mais le paradigme de la presse est nouveau, il est transformé. Il y a d'un côté le risque d'une logique comme ce qui s'est passé pour la sidérurgie, où d'un coup le modèle est cassé, il n'y a plus de possibilité de production parce que l'économie n'est plus là. Et sinon, il y a ce qui nous paraît malheureusement le plus probable, qui est ce que j'appelle la jazzification. Le jazz, c'est une musique qui a été régnante dans les années 50. Dire qu'elle va formidablement bien aujourd'hui, ce serait faux, mais on produit encore des albums, il y a des clubs de jazz, il y a un public qui est prêt à payer. Et ça, c'est tout à fait ce qui peut se produire pour le journalisme de notre point de vue. Alors, où est-ce qu'on peut aller une fois qu'on a dit ça? Nous, on pense qu'il faut évidemment écouter les citoyens, et les sondages, une fois de plus, sont très intéressants. Il y a eu des moments, le Covid, la guerre en Ukraine, où il y a eu un regain d'intérêt et de confiance dans ce que disaient les médias. Donc ça, c'est intéressant déjà de voir qu'il y a des moments où la conscience de l'utilité publique du journalisme apparaît. Alors il y a aussi des déclarations négatives qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent le journalisme utile, 84%, mais aussi 74% considèrent qu'il est trop anxiogène, 73% considèrent qu'il est répétitif, 64% disent que les informations sont fausses ou trop vite mises sur la place publique. 70% des Français interrogés disent qu'elles sont trop orientées. Donc évidemment, ça trace un dessin pour l'avenir de la presse. Évidemment, on voit qu'une information qui serait moins politisée, et le sondage était assez clair sur le fait que les Français, au fond, ils sont peut-être intéressés par la politique, ça c'est sûr, mais peut-être pas autant que les médias voudraient le croire. Dans les rédactions, le journalisme politique est aujourd'hui toujours le journalisme régnant. C'est une vraie question pour l'avenir du journalisme, de savoir si on veut un journalisme qui soit toujours dominé par le journalisme politique, toujours dominé par le sensationnalisme, par un temps court. Et en fait, c'est là où nous, à Reporters sans frontières, on pense qu'il y a un avenir heureux pour la presse, si on arrive à restaurer la confiance dans la diversité et la conscience dans la diversité du journalisme. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un caméraman de BFM TV qui se fait taper dans une manifestation, les manifestants n'aiment pas la presse, disent-ils, mais en fait, ce qu'ils n'aiment pas, c'est surtout les éditorialistes sur les plateaux télé. Et c'est cette différence
en fait, de valeur, de cette chaîne de valeur qui a été perdue. Et je crois que si on veut avoir confiance, et nous, on a vraiment cette ambition-là, autant que possible, c'est qu'il faut essayer de voir cette diversité de la presse comme quelque chose à chérir, avec cette idée que la souveraineté technologique, c'est quelque chose de fondamental, qu'il faut protéger nos espaces informationnels des acteurs malveillants, et qu'il faut garantir le pluralisme, ce qu'on appelle le pluralisme interne, c'est-à-dire que les médias ne doivent pas partir dans une trappe à polarisation, ils doivent ouvrir leurs colonnes, ouvrir leurs antennes à une diversité de voix, mais aussi garantir une diversité externe, un pluralisme externe. Il faut qu'il y ait une diversité de médias, malgré parfois des concentrations nécessaires, mais il faut qu'il y ait une culture de l'indépendance qui permette à des journalistes différents et des médias différents de dire des choses différentes. C'est à ce prix-là que l'on évitera cette espèce de fuite en avant aujourd'hui, où les journalistes sont associés à des élites qui essayent de manufacturer de l'opinion publique. Tout ça, c'est de la critique des médias qui est devenue de la culture populaire. Il faut faire attention parce qu'on est rentré dans un moment des excès où des choses qui peuvent avoir un fondement deviennent aujourd'hui une sorte de vérité générale. Et je crois que c'est là, ce point précisément où l'on est aujourd'hui, alors peut-être un peu moins grave que ce qui se passe aux États-Unis, mais il faut prendre ça en compte, il faut écouter ce que la demande exige pour pouvoir ajuster l'offre. Il n'est pas trop tard, je trouve que les États généraux ont fait un travail formidable là-dessus pour aller chercher des solutions structurantes, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Voilà. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup à tous les quatre. C'était très, très riche et on a déjà reçu pas mal de questions, donc je vais essayer de les regrouper un petit peu pour qu'on puisse en traiter au maximum. Et je vais prendre tout d'abord une question qui fait écho à ce que tu viens de mentionner. Tu as mentionné la confiance dans la diversité et aussi restaurer une certaine forme d'optimisme, retrouver une certaine forme de confiance dans nos rapports aux médias. Et donc on a une question, c'est comment accroître la consommation de l'information alors même que les gens ont de moins en moins confiance dans les médias et l'information de manière générale. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le constat qu'on entend, c'est cette baisse de la confiance. Plus de la moitié des Français n'ont plus confiance dans les médias d'après le baromètre de la Croix. C'est des chiffres qu'on retrouve pas mal et toujours un intérêt assez fort. Donc voilà, ma question elle est pour vous quatre, mais peut-être pour commencer par toi, Laure, peut-être justement dans l'enquête, quand vous enquêtez sur les Français et l'information, qu'est-ce que vous voyez en termes de tendance entre la consommation versus la confiance dans les sources, et est-ce qu'il y a des écarts ou un hiatus entre les sources qu'on consomme et ce à quoi on fait confiance ? Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre les médias, enfin parler des médias de façon générale, c'est toujours difficile parce qu'il y a les médias effectivement qu'on consomme, et si on les consomme quelque part, c'est peut-être qu'on leur a accordé une certaine confiance, et les médias des autres ou les médias peut-être plus éditorialisés, etc. Donc je pense que ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et sur la question de la confiance, notamment, nous on avait posé la question dans l'étude, on avait demandé de classer les journalistes parmi une série d'institutions, enfin les médias parmi une série d'institutions et les journalistes parmi une série de types de profils, par exemple les maires, etc. Et dans les deux catégories, les médias et les journalistes se retrouvaient à mi-hauteur, entre guillemets. Donc on avait une certaine défiance, mais elle n'était pas complètement totale, donc le lien, il n'était pas rompu complètement. Je pense que ça, c'est important, ça va aussi dans le sens de la question. Et la question, c'est comment on fait pour s'accrocher à ça. Effectivement, les EGI étaient pleins de recommandations sur comment on garde ce lien de confiance. Donc tout n'était pas perdu. Anne, peut-être sur ce sujet de la confiance, dans le cadre des EGI, vous avez aussi, certes auditionné beaucoup d'experts, mais vous avez aussi recueilli des contributions citoyennes, et sur ce positionnement-là des individus par rapport aux médias. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de relier ce problème de la confiance, ou plus exactement de la défiance, au niveau d'éducation aux médias de la population, puisque on se rend compte finalement que ce qui crée la défiance, c'est le fait pour les gens de mettre
des informations dont certaines sont complètement invraisemblables, toutes sur le même plan, sans aucun recul critique par rapport aux faits, par rapport à la construction d'un chiffre, par exemple, par rapport à la vraisemblance d'une information, etc. Alors, ça renvoie à un problème plus général qui englobe à la fois les fake news, la manipulation de l'information. On avait aussi travaillé sur le sujet des ingérences étrangères dans les médias, qui sont devenus malheureusement un problème assez courant, notamment en période électorale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la diffusion d'une fake news, par exemple, d'une fausse information, d'une rumeur qui n'est absolument étayée sur aucun fait, etc. Alors, le premier mouvement, c'est de dire il faut l'empêcher, la bloquer. C'est tout le débat qu'il y a eu à propos de X et de le fait que X a mis à la porte la plupart des gens qui faisaient de la modération au sein de la plateforme. On sait bien que Elon Musk a commencé par réduire les coûts de X en licenciant les personnes qui étaient censées faire cela. Mais au fond, est-ce que c'est ça le plus efficace? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que, d'une part, les réseaux sociaux et les médias ont quand même un intérêt, je le disais tout à l'heure en parlant de modèle économique, à polariser l'attention des gens vers des contenus extrêmes. Et ces contenus extrêmes sont souvent des contenus qui entretiennent peu de rapport avec la réalité. Mais surtout, on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que la meilleure manière finalement de désarmer le fait que les fausses nouvelles se répandent, c'est d'éduquer les gens à avoir un esprit critique par rapport à ces fausses nouvelles. Par exemple, alors on parlait de TikTok tout à l'heure comme étant devenu, notamment chez les jeunes, souvent un média d'information. Si vous regardez par exemple le nombre de personnes en France qui croient que la Terre est plate, alors c'est à peu près autour de 10%, ce qui est déjà proprement ahurissant, mais quand vous interrogez des gens qui s'informent essentiellement par TikTok, et notamment des jeunes, sur certaines catégories de population, cette croyance que la Terre est plate peut monter jusqu'à 30%. C'est inimaginable. Donc on voit bien que là, il y a peu d'autres solutions que de l'éducation aux faits et aux médias. Alors pas forcément labellisé comme ça dans des cours qui vont barber tout le monde, comme l'éducation civique à barber tout le monde, mais dire aux profs de maths, tu dois apprendre à tes élèves comment est construite une statistique et comment on fabrique un nombre qui est présenté comme une information. Aux profs d'histoire de rectifier le tir quand il y a des rumeurs qui tournent autour de faits complètement déformés et de croyances déformées du réel. Aux profs de français aussi, l'utilisation du vocabulaire n'est jamais neutre. Donc je pense que c'est beaucoup par l'éducation qu'on peut lutter contre la propagation des fausses nouvelles et la défiance dans l'information du coup. Parce que si finalement on se dit, il y a des gens qui disent que la Terre est plate, d'autres qui disent qu'elle est ronde, moi je me pense que c'est 50-50, après tout chacun a droit à son opinion. Là on est sorti complètement de ce que des siècles d'éducation avait réussi à faire, donc c'est grave. Ensuite, je vais juste rajouter moi, une petite différence là-dessus, c'est que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est fondamental dans notre société aujourd'hui, c'est qu'il faut entendre le besoin de réforme des médias. Et c'est vrai que moi j'ai fait une expérience très intéressante, assez amusante, parfois angoissante. Je suis allé à l'université d'été de pas mal de partis politiques cet été pour parler des sujets de la presse. Et c'était vraiment intéressant de voir que chacun arrive autour de la table en tant que militant politique. Alors évidemment, c'est un certain prisme, mais avec des griefs qui sont différents vis-à-vis des médias. Et je crois qu'il faut vraiment concevoir aujourd'hui que le complotisme, la capacité qu'ont certains à accepter des récits qui sont de toute façon, de toute évidence erronés, il naît aussi de l'excès du fameux millefeuille informationnel, de l'excès d'esprit critique. Et c'est là où on est face à une situation qui est très complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trop souvent une éducation aux médias qui est descendante, avec des journalistes qui vont dans des rédactions, je l'ai fait moi-même, donc je peux faire mon mea culpa, qui viennent expliquer comment on fait l'information, comment c'est important, et vous comprenez, ceci et cela. Et en fait, on ne prend pas en compte les déformations qui sont très largement perçues. Et moi, j'insiste sur ce que le public dit. Une partie des griefs du public est fondée.
Et je pense qu'il faut absolument avoir une régulation, une autorégulation des médias qui favorise un journalisme de qualité parce que le public n'est pas dupe. Parce que quand vous faites l'expérience de demander aux gens s'ils aiment Robert Redford dans Les Hommes du Président, tout le monde répond oui. S'ils aiment les reporters de guerre qui risquent leur peau, ils répondent oui. Par contre, évidemment, le journalisme qui alimente le débat public de façon excessive, dans une instantanéité, une simultanéité, la petite phrase, etc., là, il n'y a plus personne. Et donc, de même que le problème est assez évident, les solutions, elles existent là-dessus. Et moi, j'ai trop souvent des conversations avec des patrons de presse où on a l'impression que c'est vraiment la course du poulet sans tête, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus où on est. Mais en fait, non, il faut transformer profondément les médias pour répondre aux attentes des Français. Le journalisme à valeur ajoutée, c'est quelque chose qui doit revenir. On doit restaurer l'amour dans le journalisme. Et en attendant que le journalisme redevienne cette fonction sociale essentielle de résistance aux idées reçues, moi j'invite les gens à prendre le maquis du journalisme. Ça existe, il y a des tas de formes de journalisme plus long terme, avec des formes plus longues, qui sont vraiment des formes intéressantes. Et le journaliste n'est pas mort, il est juste en train de se métamorphoser. Par contre, il ne va pas se métamorphoser tout seul, il va falloir que les citoyens mettent la pression sereinement, de façon amicale et bienveillante aux journalistes, mais ça ne va pas se faire tout seul, parce qu'aujourd'hui, la vraie grande question que je me pose, moi, c'est peut-on sauver les journalistes contre eux-mêmes? Et ça, c'est une vraie question fondamentale que le secteur va devoir se poser. Merci, moi je vais juste revenir sur du point de vue des consommateurs du coup. Il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que quand on parle de la confiance dans les médias, jusque-là on a beaucoup parlé en fait d'un marché médiatique qui serait global, etc. Mais la confiance qu'on va accorder aux médias en tant qu'individu n'est pas la même selon le type de médias. Et il y a une étude qui est réalisée régulièrement par l'Union européenne qui montre que les médias qui rassemblent le plus la confiance en Europe, ce sont les chaînes de télévision publiques et les stations de radio publiques. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même un attachement aux médias publics dans la capacité à produire une information qui serait peut-être plus fiable, décorrélée du pouvoir économique. Anne en a beaucoup parlé, je crois, du pouvoir économique. Mais ça veut dire aussi que ces médias publics, il faut aussi qu'ils soient décorrélés pour qu'il y ait confiance du pouvoir politique. Et c'est des questions qui peuvent se poser dans certains pays pas si éloignés. Et ça fait la transition avec ma prochaine question, parce que je rebondis. Thibaut, tu dis la question c'est de sauver les journalistes contre eux-mêmes. On a pas mal de questions sur comment empêcher la concentration des médias. Et on en a une autre qui est un milliardaire, Bolloré, Jeff Bezos, est-il un bon patron de presse? Et du coup, ma question pour toi, du coup, tu parles vraiment beaucoup des journalistes dans leur rôle, dans leur couverture, etc. Mais bon, ils ont quand même une direction, des choix éditoriaux, voilà, peut-être des orientations qui viennent du haut ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, le rôle individuel du journaliste dans ses décisions, est-ce qu'il est si libre que ça dans sa couverture? Et peut-être pour poser plusieurs questions à la fois, Marianne, tu parlais du groupe public. On a deux questions justement sur la réduction des revenus pour l'audiovisuel public. Que va devenir l'information publique avec une forte réduction de leurs revenus? Et voilà, donc le rôle un petit peu de ces acteurs. Ça fait le lien aussi avec l'actionnariat et la propriété, en fait, le rôle de l'information publique. Peut-être Thibaut sur les patrons de presse et l'indépendance des journalistes. Alors nous, on a une voix un peu hétérodoxe à Reporters sans frontières. C'est-à-dire que comme on travaille dans 180 pays dans le monde, on constate que la concentration des médias n'est pas incompatible avec l'indépendance des médias. C'est pas incompatible non plus avec la diversité et le pluralisme des voix. Alors pourquoi dans certains pays comme la France, la concentration des médias très souvent signifie un appauvrissement des contenus journalistiques, et pourquoi est-ce que ça signifie trop souvent un asservissement à des intérêts idéologiques ou économiques du patronat? Parce qu'en France, on n'a pas de tradition réelle de groupes de presse qui se distinguent par des convergences dans les rédactions.
On voit bien aujourd'hui que quand ce genre de convergence s'opère, c'est rarement en faveur de la qualité. Pour prendre l'exemple de M. Bolloré, puisqu'il a été cité, moi je cite jamais en premier, mais si quelqu'un le cite, je m'y livre. Vous avez à peu près la même chose sur ma grand-mère, pour être très clair. Elle est abonnée à Paris Match, elle écoute Europe 1 et elle regarde CNews. Elle me dit, c'est fou, on parle tout le temps de la même chose. Ben, je dis, bah oui, c'est le même propriétaire et c'est les mêmes journalistes qui sont vedettisés de l'un à l'autre. Vous pouvez regarder, c'est les mêmes personnels qui circulent d'un média à l'autre. Alors ça, c'est de notre point de vue à Reporters sans frontières, c'est l'exemple contraire de ce qui se passe en Norvège. Où en Norvège, vous avez des groupes de presse forts, qui ont des savoir-faire, et au lieu de mutualiser les rédactions, eux, ils mutualisent plutôt les services techniques, et ils ont une assise économique qui est fondée sur leur qualité de groupe de presse, et pas sur les intérêts qu'ils ont fait, enfin sur les bénéfices qu'ils ont fait dans le transport en Afrique, ou dans le bâtiment, ou ailleurs. Et c'est ça, en France, qui pose problème. Et il faut absolument qu'on arrive à créer cette culture de l'indépendance. Alors là-dessus, il y a des propositions qui sont sur la table, il y a des propositions qui sont claires pour associer les journalistes au destin de leur titre. Puisqu'évidemment, je ne pense pas que les journalistes soient de très bons gestionnaires, ça, je ne vais pas vous faire la promo de ça. Mais par contre, il est clair que ce sont souvent eux qui ont le plus d'intérêt à la longévité et à la crédibilité du titre. Malheureusement, les propriétaires ne sont pas forcément concernés toujours par cette question. Et là-dessus, je pense qu'il faut écouter des propositions qui existent. Il n'y a pas de solution unique, mais il faut vraiment trouver des façons de garantir la transparence et l'indépendance. Notre conviction à Reporters sans frontières, c'est que les journalistes qui ont une opinion, qui la disent, qui sont transparents, eh ben, le public ne leur en voudra pas. Ce que le public n'aime pas, ce sont les journalistes biaisés qui sont aux ordres de leur propre idéologie ou de l'idéologie de leur patron. Et ça se voit malheureusement de façon trop criante parfois. Anne, tu voulais terminer? Moi j'ai plein de choses à dire sur tous ces sujets. On t'écoute. Monopoliser la parole. Peut-être sur la question de l'indépendance, c'est évidemment des journalistes par rapport à leurs actionnaires, par exemple, c'est évidemment une question qu'on a beaucoup débattue au sein des États généraux de l'information. Et finalement, on a décidé de ne pas proposer de façon obligatoire, en tout cas, le fait de, pour l'actionnaire qui souhaite changer de directeur de la rédaction, ça fait évidemment référence à des histoires récentes dans le secteur, de ne pas rendre obligatoire la soumission de la proposition d'un nouveau directeur de la rédaction, par exemple, aux journalistes. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé ça ? Pour plein de raisons. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, les médias sont plutôt mal en point. Donc, avoir un actionnaire qui souhaite racheter une publication, c'est souvent quand même une bonne nouvelle dans un monde où les médias sont pas très très loin de mettre la clé sous la porte. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut que les journalistes se soumettent aux idéologies politiques du nouvel actionnaire? La difficulté que pose le fait d'imposer une règle d'approbation, un droit d'agrément ou un droit de veto, c'est la suivante, c'est que si l'actionnaire peut faire jouer la clause de conscience des journalistes en disant, écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec mon nouveau directeur de la rédaction, eh bien, on va faire jouer la clause de conscience et je vous paye votre départ. Vous voyez que seuls les médias puissants et qui ont les moyens d'acheter le départ des journalistes pas contents vont le faire. Et quand on a discuté de ces questions avec des médias de plus petits formats, par exemple de la presse régionale, qui n'ont pas tant de facilité que ça à tirer leur épingle du jeu et qui font toute une partie de la richesse aussi et de la diversité éditoriale en France, ces gens nous ont dit, mais nous, on n'a absolument pas les moyens de payer un directeur de la publication, un actionnaire, n'a absolument pas les moyens de payer le départ des journalistes pour mettre en place le directeur de la rédaction qu'il veut. Et donc, vous voyez que là, vous me cisaillez complètement les pattes si vous me contraignez à adopter ce qui finalement n'est faisable que dans des groupes puissants, il faut dire les choses. Alors, sinon, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Thibault sur le fait que dans beaucoup de pays, il y a de la concentration dans les médias et pourtant,
il y a de l'indépendance des journalistes par rapport aux actionnaires. Sur la concentration dans les médias, je voulais aussi rebondir sur quelque chose qu'a dit Marianne tout à l'heure et qui est très intéressant, qui est le fait que jusqu'à maintenant, pour regarder si on autorise ou pas une concentration dans les médias, il y a deux autorités qui regardent ça, l'autorité de la concurrence qui regarde ça sous un prisme économique comme il le ferait pour des fabricants de petits pois ou des grands distributeurs, et puis l'Arcom qui regarde ça sous l'angle du pluralisme et de la diversité. Sauf que la législation sur laquelle s'appuie l'Arcom, la réglementation des concentrations par l'Arcom, est fondée sur des seuils de part de marché que l'entité qui résulterait de la concentration entre deux médias atteindrait si on la laissait se concentrer. Mais ces seuils sont définis média par média, presse écrite, télévision, radio, etc. Or, ça n'est pas du tout adapté au monde actuel, dans lequel les médias sont finalement tous plus ou moins multimédia. Si vous regardez le site du Monde, vous allez pouvoir écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire des articles, et donc vous voyez qu'il est difficile de mettre le Monde, et évidemment le même raisonnement est accessible pour les autres médias, dans une case presse écrite. Ok, le Monde a peut-être X% atteint peut-être X% de part de marché dans l'écrit, dans le nombre de journaux distribués. C'est ce qu'on faisait autrefois pour regarder la concentration. Mais à partir du moment où le Monde est présent en ligne et peut proposer des vidéos, cette mesure est mal adaptée. Donc, on propose dans le cadre des États généraux de s'orienter vers justement le pouvoir d'influence des médias en disant, mais ça n'est plus au nombre d'exemplaires papier présents dans les kiosques qu'on peut mesurer le pouvoir d'influence d'un média de presse écrite, c'est plutôt à sa diffusion sur les réseaux sociaux, par le biais d'images. Une image n'a pas le même pouvoir d'influence qu'un article écrit, etc. Et on propose de refonder complètement le contrôle des concentrations pour tenir compte non pas de ces seuils définis de manière très limitative en termes de part de marché, média par média, mais en termes de pouvoir d'influence plus global. Et on espère beaucoup que l'Arcom, qui était tout à fait allante d'ailleurs dans cette réforme, va se saisir de ceci et voilà, on va essayer de porter ceci dans les projets de réforme. Merci beaucoup. Je passe à une autre question qu'on a reçue 2 fois par rapport au fait de payer pour de l'information. Donc j'en prends une. Qui est prêt à payer pour s'informer régulièrement ? Laure, est-ce que c'est une dimension que vous avez un peu abordée dans l'étude ? Et aussi, je pose également la question à Marianne, quand vous, dans vos travaux, vous regardez les profils de consommateurs, est-ce que la propensité à payer, par exemple, s'abonner à un journal, en fait, ça a un coût par rapport à de la consommation sur des réseaux en ligne ? Est-ce que le déterminant, le facteur économique et pouvoir d'achat, entre guillemets, se distingue dans les profils de consommateurs ? Alors effectivement, c'est une dimension qu'on avait étudiée dans le baromètre. Donc on attend aussi la prochaine vague pour savoir comment ça évolue. C'était une proportion assez faible des Français qui payent pour s'informer. Et par ailleurs, c'était surtout de la consommation à l'acte. Donc on achète un magazine, on achète un article, mais il y avait assez peu d'abonnements. Et donc c'est vraiment à la marge, et les abonnements c'était finalement des profils qui s'informaient beaucoup sans trop de surprise, et qui avaient même tendance à s'abonner à plusieurs magazines ou journaux. Donc voilà, donc c'est vraiment une proportion très faible aujourd'hui qui paye pour s'informer. Donc effectivement, ça ne va pas forcément dans le sens d'aider les médias. Mais... Et ça fait quoi ce que tu disais, Thibaut, aussi. Enfin, on aime bien les journalistes qui sont sur le terrain, qui reportent sur la guerre et voilà, et pas les éditorialistes en plateau. Mais après, qu'est-ce qui coûte le plus cher aussi ? Envoyer des journalistes sur le terrain, si c'est la couverture qu'on souhaite. Tu parlais des aspirations et écouter la demande. Est-ce que la demande est vraiment alignée entre ses souhaits, entre ses attentes par rapport à du journalisme et en fait le prix qu'on est capable de payer ? Et encore faut-il, c'est pas forcément qu'on n'en a pas envie, c'est aussi il faut le pouvoir d'avoir investir dans un abonnement, dans tout ça. C'est aussi une autre dimension.
Marianne? Ouais, nous, effectivement, les enquêtes montraient la même chose, que globalement, ceux qui étaient abonnés, c'était principalement ceux qui s'informaient le plus. Bien entendu, une part aussi du niveau de revenu des individus joue aussi sur ceux qui sont le plus abonnés. Moi, je vais juste faire un tout petit pas de côté en faisant une comparaison avec ce qui s'est passé dans les industries culturelles. À partir des années 2000, voilà, globalement, les consommateurs ont, avec le développement du numérique et la numérisation des contenus culturels, arrêté de payer pour avoir accès à de la vidéo, enfin d'abord à de la musique, parce qu'on n'avait pas encore assez de bonnes passantes pour de la vidéo. Ensuite, à de la vidéo. En gros, il y avait beaucoup de piratage numérique. Et aujourd'hui, on trouve ça tout à fait normal de payer notre abonnement à une plateforme de streaming musical, notre abonnement à une plateforme de streaming vidéo, et c'est complètement rentré dans nos usages. Alors, les revenus qui sont générés sont quand même bien moindres, mais ça reste quand même une source de revenus, et c'est pleinement re-rentré dans les usages des individus, ce qui n'était pas du tout le cas. Quand j'avais des étudiants en face de moi dans les années 2010, bien sûr que tout le monde piratait, et puis aujourd'hui, tous les étudiants ont un abonnement musique, vidéo, etc. Mais la question que ça pose, c'est aussi celle de l'harmonisation. Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet sur le pluralisme de la presse, qui est une notion qui est historiquement ancrée dans l'histoire des titres. Et c'est vrai que le parallèle avec Spotify, par exemple, est vertigineux. C'est-à-dire que Spotify, est-ce que ça rapporte de l'argent aux artistes ? Ça rapporte de l'argent à Taylor Swift, mais ça rapporte pas de l'argent à qui que ce soit, à part ça. Hein. Enfin, il y a au major de la musique, et il y a des chiffres qui sont assez impressionnants. Vous n'avez pas des centaines de milliers d'artistes qui vivent de leurs revenus Spotify. Et par ailleurs, le problème, c'est que par ailleurs, vous avez aussi une mainstreamisation de la consommation qui fait que malgré la diversité infinie de Spotify, beaucoup de gens écoutent la même chose. Et ça, moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter pour la presse. Il faut arriver à conserver ce pluralisme dans un équilibre économique qui lui est favorable. Alors, juste pour la musique, avant l'arrivée du numérique, il y avait quand même déjà ce star system avec quelques artistes qui concentraient énormément l'attention des consommateurs. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour la musique, ça a quand même permis d'accroître, ça a permis plus de diversité consommée sur la musique. Donc, mais par contre, ce que vous dites, c'est vrai, c'est qu'il faut savoir conserver ce pluralisme des médias, qui est indispensable, pluralisme externe, mais aussi pluralisme interne, comme ça a été très bien dit. Et c'est là que pose tout le problème des algorithmes de recommandation qui ont tendance à tuer ce pluralisme et à ne pas exposer les individus à un pluralisme, comme quand on se rend chez son buraliste et qu'on a une pluralité de titres de presse à disposition. Quand on va sur Facebook, quand on va sur Twitter, on n'a pas cette pluralité à disposition. Alors, il nous reste une toute petite dizaine de minutes. On vous écoute. Je la répéterai, dites-moi. Vous parlez d'abonnement dans les plateformes de streaming, etc. Moi, j'ai un abonnement de téléphone, SFR, je le dis, peu importe. Tous les mois, pas pour téléphoner, surtout pour consommer de l'Internet à l'extérieur. Quelle est la part de SFR, oui, je ne sais qui, reversée aux médias, à YouTube, au Monde, à tous les gens qui fournissent de l'information? Quelle est la part qui est reversée? Parce que finalement, on paye aussi. Oui. Voilà. Mais du coup, vous payez pour un service d'abonnement téléphonique, pour avoir accès à... Téléphone pas, tout le monde s'abonne pour avoir de la 4G. Oui, voilà, pour avoir un abonnement Internet. Alors ça, c'était un vieux sujet porté dans les années 2000 de faire contribuer les opérateurs téléphoniques. Voilà. Alors, il s'avère que quelque part, les opérateurs téléphoniques, ils financent quand même une partie en reversant des redevances quand on a des box, etc. Donc en fait, je ne suis pas sûre que les opérateurs téléphoniques soient les acteurs majeurs qui gagnent le plus avec de la consommation d'informations. Je pense qu'il faut plutôt regarder du côté des réseaux sociaux numériques, des agrégateurs de contenu, comme le disait Anne. Ma conclusion, c'était qu'en fait, on paye, c'est pas qu'on n'a pas payé,
payer, finalement on paye une charge. Après, c'est comment tout ça c'est redistribué. Pour le contenu, La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire payer, enfin, ou taxer l'infrastructure pour payer le contenu. Ça, c'est une question qui se repose là actuellement à l'Assemblée nationale sur la question du financement de l'audiovisuel public. À Reporters sans frontières, on défend l'idée, par exemple, d'une taxation des plateformes numériques. Pourquoi pas élargir l'assiette aux fournisseurs d'accès Internet et aux opérateurs téléphoniques pour qu'ils soient amenés à contribuer à des recettes fléchées vers du journalisme de qualité ou le public. Je pense que c'est des sujets qui, aujourd'hui, sont encore un peu tabous, je trouve, dans la presse, alors que le cinéma taxe la chaîne de valeur de façon assez claire. Quand vous prenez un ticket d'entrée de cinéma, il y a une part qui est reversée au CNC. Il y a d'ailleurs une taxe similaire qui a été proposée pour les systèmes de la musique. Et donc, pourquoi pas ça dans la presse, mais aujourd'hui, c'est encore, parce que, voilà, je ne vais pas être trop critique des médias, mais il y a une difficulté dans le secteur de la presse qui est liée à l'individualisme forcené des patrons de presse, qui fait que chacun va parier sur la mort de son concurrent, pour être très clair, hein. C'est pas la mort physique, hein, mais on voit ça aux États-Unis, par exemple, c'est extrêmement flippant. Vous avez le gars du New York Times qui vous dit « Oh, mais si le Washington Post disparaît », il vous le dit noir sur blanc. La pluralité de la presse ne fait pas partie des préoccupations de beaucoup de patrons. Il existe bien sûr des syndicats qui défendent les intérêts sectoriels, mais quand il y a la possibilité d'avoir un deal individuel avec une plateforme technologique, la conversation collective est rompue, chacun part dans son coin pour essayer d'aller prendre son chèque. Et c'est ça qui tue aujourd'hui une part de la presse, c'est ces comportements individualistes répétés, systématiques, qui ne permettent pas de trouver des choses qui favorisent notamment les acteurs les plus périphériques, les plus faibles, les plus indépendants. Il nous reste juste 5 minutes, 4 minutes. Et je vais vous demander à chacun, il reste plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder. J'aurais voulu parler un peu de désinformation et voilà, plus de polarisation, mais voilà, je vous invite aussi à regarder les travaux et ce que font chacun de nos invités aujourd'hui. Voilà, vous penchez sur l'ensemble de ces ressources qui sont vraiment très riches sur ces sujets. Pour un petit mot de conclusion, j'ai pris une phrase du préambule des États généraux de l'information du rapport Anne que vous avez écrit, et c'est « L'information, récit du réel indépendant, vérifié et engageant la responsabilité de celui qui l'a produit, est menacé et marginalisé ». Donc voilà, c'est un peu le point de départ aussi que vous faites dans ce rapport. On a évoqué beaucoup de choses aujourd'hui. S'il devait y avoir une conclusion, une recommandation, une urgence pour minimiser ce risque et cette menace sur la marginalisation de la qualité de l'information, en 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question facile, mais une perspective d'ouverture. Moi, 2 points qui me semblent très importants. On en a déjà parlé, mais du coup, je pense que sur les réseaux sociaux numériques, la régulation des algorithmes semble aujourd'hui plus que nécessaire. Notamment, on voit que les réseaux sociaux numériques sont clairement devenus des médias comme les autres pour s'informer, en termes de diffusion d'informations, même s'ils n'en produisent pas, et en termes de diffusion d'informations, il y a une sorte de distorsion de concurrence qui est introduite parce qu'il y a certains diffuseurs d'informations qui ont une obligation de pluralisme, alors que ces diffuseurs d'informations n'ont pas d'obligation de pluralisme, n'ont pas d'obligation de mettre à disposition des individus un ensemble de médias permettant d'avoir à disposition une orientation politique, des orientations politiques très différentes. Et puis, deuxième point, on n'en a pas parlé, mais voilà, ce sera sûrement l'objet d'une autre table ronde, sur l'IA générative de contenu. Comme ça a été dit, certains médias passent des accords en ce moment avec certaines IA génératives de contenu pour, en échange d'un gros chèque, mettre à disposition l'ensemble de leur contenu qui va permettre de nourrir ces IA génératives de contenu qui ne sont rien d'autre finalement que d'une sorte d'intensification algorithmique. Et là encore, si certains groupes de presse contractualisent et d'autres pas, et donc si les machines sont nourries avec certains contenus, avec certaines lignes éditoriales, ce ne sera pas avec d'autres lignes éditoriales, et ce qui se pose aussi une question du pluralisme de ce
ce qui peut être produit par ces IA génératives. Merci. En 30 secondes Ça chacun. me donne une transition assez facile, parce que le premier point qu'on a en commun, je crois, c'est et si on imaginait un monde où les entreprises de presse qui font la démonstration de comment elles travaillent, de qui les possède, bénéficiaient d'un avantage, parce qu'elles s'astreignent à des règles déontologiques, et si elles bénéficiaient d'un avantage notamment en termes de découvrabilité, c'est-à-dire que ce seraient des sources qui remonteraient en premier, en termes de modération appropriée, parce qu'effectivement aujourd'hui, quand vous êtes un média et vous postez des vidéos de la guerre en Ukraine, c'est un peu en contravention avec les conditions générales d'utilisation d'Instagram, mais bon, c'est plutôt le monde qui est en contravention avec Instagram que les journalismes. Pareil pour l'accès aux produits news. Quand vous demandez au patron de Google comment on accède à Google News, il vous dit « Ah, c'est la réputation ». Moi, je ne sais pas ce que c'est la réputation. Donc, je pense qu'il faut qu'on recrée un cercle vertueux où ceux qui s'astreignent à des règles déontologiques, à des pratiques qui sont de qualité, bénéficient d'un réel avantage. Ça existe, ça s'appelle la Journalism Trust Initiative. C'est une norme de type ISO que Reporters sans frontières promeut. Il faut absolument que Microsoft l'utilise déjà, mais Google demain, peut-être X si jamais son propriétaire redescend de la Lune, ça pourrait être possible. Et je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la régulation potentielle. Merci. Alors moi je pense que le gros danger vient de la monopolisation qui est constitutive du fonctionnement de l'économie numérique et des plateformes et des réseaux sociaux. Donc tout à fait comme Marianne, je pense que l'une des voies c'est de contraindre ces plateformes à introduire du pluralisme et par exemple on pourrait imaginer, ça existe déjà, que les contenus proposés par exemple par Facebook vous soient proposés soit par l'algorithme natif de la plateforme, mais que vous ayez le choix entre l'algorithme de Facebook et puis un autre algorithme que vous pourriez aller chercher dans une bibliothèque d'algorithmes. Par exemple, la BBC en Angleterre propose des algorithmes qui sont des algorithmes de tri finalement, des choses qui sont mises en avant ou au contraire mise au deuxième plan, et on pourrait ainsi favoriser la réception de certains contenus et jouer avec les algorithmes pour avoir accès à des contenus hiérarchisés de manière différente. Laure, le mot de la fin. Le dernier. Je pense qu'il y a une question de responsabilité des plateformes, effectivement. Il faut les mettre face à leurs responsabilités, puisque même si elles ne produisent pas du contenu pour la plupart, mais elles le diffusent et c'est un rôle extrêmement important. Et je pense que la question de l'éducation aux médias, elle est aussi essentielle, pas seulement pour expliquer ce que c'est le travail du journaliste, ce qui est fait actuellement, et ça évidemment c'est important, mais aussi pour qu'on se rende compte tous et chacun de comment on reçoit l'information, pourquoi on la reçoit. Et effectivement le mot de choix est essentiel là. Comment on redonne du choix du choix à l'utilisateur pour qu'il paramètre lui-même l'information qu'il reçoit et qu'il soit acteur de l'information. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment tous les quatre. Je me permets une dernière petite excuse envers Laure, ton nom n'a pas été ajouté sur le slide et j'en suis vraiment désolée, mais je pense que sur le site tout est à jour et on mettra ça à jour, et idem Thibaut pour ton titre de directeur général. Merci à tous, merci de votre participation et bonne fin de journée. Merci.